terrassé, vide. Et surtout, je me suis dit, putain, mais 47 balais bientôt, 20 ans au moins de développement personnel, de thérapie, de tous les outils quantiques inimaginables. La nana, experte en feng shui, accompagnante de l'intérieur, clairvoyante, parce que voilà, c'est comme ça, c'est une réalité. Chacun son job, moi c'est le mien. Et je me suis retrouvée à terre, vidée, une grosse merde. On est, je pense, beaucoup dans ce cas-là. On dit souvent depuis toujours qu'un psy se soigne à travers ses patients. Et en fait, l'idée, c'est que souvent, quand on est dans ces métiers d'accompagnement, on a soi-même une fracture initiale, quelle qu'elle soit. Ça peut être un deuil, ça peut être un burn-out, ça peut être toute forme de souffrance quelque part qui nous détermine à un moment donné de notre vie, en tout cas, qui va générer cette bascule de dire... c'est là où c'est particulier. Et dans un premier temps, j'ai besoin d'être soignée. Et puis, alors ça ne fait pas ça pour tout le monde, bien sûr, mais il y a en même temps une forme d'émergence d'envie de soigner les autres, quoi. Et ça, c'est le job de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et puis le jour où ça s'est fait, à un moment donné, il faut savoir en sortir et tourner cette page-là, en fait, pour faire comme ce que je m'applique en ce moment. C'est le reboot... voilà, le reboot initial, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut sortir de ce qui nous a amené à être qui on est aujourd'hui, quoi. Parce que sinon, on passe notre vie à maintenir cette souffrance, ce personal branding, ce storytelling autour de notre deuil, de notre je sais pas quoi, comme une détermination de qui on est. On n'est pas juste ça, quoi. À un moment donné, il faut savoir passer à autre chose. Ouais. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de... J'aimerais bien qu'on aborde comment créer sa réalité, comment changer sa réalité. Parce qu'on a toujours le choix. Aujourd'hui, petit exemple du jour, mon four tombe en panne. Bon, voilà, j'ai deux choix. Soit je m'énerve, je m'agace, je vais avoir la garantie, le réparateur. Soit je me dis, ok, j'accueille, c'est normal, c'est comme ça. J'ai ça à vivre. Putain, je me dis non mais... Non, tout va bien toi? Bonne journée? T'as pas eu beaucoup de courage? Petit changement de programme, c'est qu'il y a plein de visites de maison chez nous là tout de suite qui ont commencé à 15h30. Donc ce que je voulais te proposer, c'est qu'on repasse à la maison chercher des affaires pour ce week-end. Et après, je me disais, est-ce que ça te dit qu'on a écouté chez Cécile? Quand Anne Uriot m'a contactée, elle était en pleine séparation, non seulement à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. Elle réalise que le développement personnel n'est pas un bouclier antidouleur face à la vie, et elle ressent un ras-le-bol de ce milieu néo-spirituel, on va dire. Elle fait initialement partie du milieu du bien-être, dans lequel elle crée son métier sur mesure, donc elle est maître d'énergie des lieux. Pour l'expliquer un peu, moi je la vois comme un agent immobilier céleste. Elle te trouve un lieu professionnel ou personnel qui matche avec tes besoins d'évolution. Mais le sujet du film, c'est pas seulement son activité entrepreneuriale, c'est Anne Uriot en entière. Je trouve que moi ça m'a étouffée, ça m'a enfermée. J'ai vu dans ceux qui venaient à moi qu'on était aussi
dans cet enfermement, quoi, de se dire, à un moment donné, on a envie juste de vivre, quoi, de rigoler, de raconter des conneries, de boire un coup et de dire, en fait, je peux peut-être être autre chose que juste cette personne-là spiritualo chiante. Je suis en pleine forme. Tu m'as dit montre-moi toutes tes facettes. Et ben voilà. Tout va bien toi? Bonne journée? T'as pas eu beaucoup de cours? Non, j'ai pas eu contrôle de VT. Ah. Donc ça s'est terminé. Est-ce que tu peux... Il faut pas que je rentre parce qu'en fait, quand il y a un enfant ça la gêne pas, mais si je rentre c'est toujours gênant vu que c'est des acheteurs potentiels. Bon, enfin bref, tu me diras qu'on s'en fout, mais est-ce que ça te dérange de me sortir les 4 serviettes? Et de les mettre à éteindre? Voilà, c'est juste les 4 serviettes à cheveux. Tu ouvres la machine, tu remets bien sur 0 et tu me les éteins. Mais tu les ouvres vraiment à son avantage là, comme ça là? I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what La merde, they quoi. said. Dans tout ça, c'est Underneath your glitter and your gold, you can't j'ai mis une deny the fact that you are growing old. You have 1,000 eyes that never fall. Anne, en fin de compte, c'est une femme, une mère, une pipe. When I've had enough of your beauty. Et une enquêteuse quantique. Au moment où je l'ai rencontré, j'ai eu besoin de basculer en profondeur et d'afficher ma spiritualité, entre guillemets. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais dans une image formatée de déco, sur le Feng Shui notamment. Et c'est comme si lui, il est arrivé, il a déposé une graine, mais moi, j'ai eu besoin, pour faire germer cette graine, de passer d'abord par plonger dans les abysses de la profondeur de ce marasme-là, quelque part, de dire, voilà, je suis effectivement, voilà pourquoi je peux vous aider et je peux vous accompagner dans votre intérieur avec le Feng Shui, etc. Au-delà des 10 ans de pratique, il y avait aussi ce truc de dire, mais qui est une réalité, qui est que, effectivement, j'arrive à décrypter ce qu'on voit pas, ce qu'on sent, ce qu'on entend dans un lieu sur une personne pour aller mettre le doigt sur la problématique en fait. Donc ça a été un cheminement de plusieurs années et depuis ces 2 dernières années, je sentais que même si j'avais affiché tout ça, je disais ok, je sais faire, machin. Je suis devenue une experte dans mon domaine. Je m'étais enfermée dans cette case-là quelque part. Je me sentais coupée de plus en plus du haut de la perspective en fait de ce qu'on dit souvent, c'est que on est tous sur une même planète, mais on la voit avec des angles différents, quoi. La fourmi, elle la voit d'une certaine façon, l'aigle d'une autre, et moi j'avais l'impression d'être régulièrement avec de la hauteur pour justement voir ce qui ne fonctionne pas, et quelque part d'être coupée justement de ce socle humain tout simple qui nous fait vivre et qui nous a donné vie, quoi. Moi, quand je suis sur ces paysages-là, ce que je contacte finalement, plus ou moins consciemment, c'est les forces énergétiques terrestres et célestes aussi, parce que bien sûr là où on était hier, effectivement sur les grands plateaux, t'es en contact avec le ciel, tout en étant sur une montagne, donc t'as pas meilleur équilibre entre ciel et terre, ça c'est sûr. En revanche, ce que j'ai expérimenté ces dernières années et ces derniers mois en particulier, par exemple à Paris, où c'est pas vraiment de grand plateau, c'est la force terrestre, tu la contactes ailleurs que dans des sites naturels et notamment dans certains lieux sacrés, donc sans être aucun besoin d'être pratiquant, voilà. Il y a certaines églises, notamment certaines cathédrales, qui sont d'une puissance hallucinante. Enfin, moi j'ai expérimenté ça où le soir tu dors pas tellement, quand tu viens de ponctionner à ça, tu passes même 20 minutes. Donc je vais notamment l'église Saint-Sulpice qui est quand même juste incroyable. Il y a un circuit particulier à faire, mais même si on ne le fait pas, il y a certains points dans lesquels on sent en fait quelque chose on le sent dans les jambes, en fait, on sent les fourmis monter sur nos pieds quand on se pose. Évidemment, ça implique de pas juste
tracer et marcher, ça implique de se poser, voilà, mais sans y passer très longtemps. Et bien sûr, en fait, ces sites-là, ils ont été construits jamais par hasard, en fait. Donc moi, j'en ai en Auvergne, évidemment, mais il y en a partout. Donc j'invite tous ceux qui ne peuvent pas avoir accès, effectivement, à des sites naturels, et ben, aller sur Google, chercher lieux sacrés dans leur ville, dans leur région. Et les lieux sacrés, ils sont construits sur les forces telluriques terrestres, en fait. Donc ils viennent chercher la même puissance qu'une montagne, en fait. Voilà. Ils viennent se connecter à ça, et c'est pour ça qu'on venait les implanter ici, aussi pour éradiquer tous les cultes païens. Mais les cultes païens, ils étaient là pas par hasard non plus, ils étaient là parce que il y avait quelque chose de fort sous terre, donc on venait faire ces rituels, etc. Et puis derrière, le christianisme s'est dit, oui, on va les mettre dehors, et en plus, on va capitaliser l'énergie. Et derrière, c'est ça qu'on vient récupérer, en fait. Donc on s'en fout d'être pratiquant, d'être croyant ou quoi que ce soit. Faut lâcher ça, par contre. Faut lâcher ce côté, ouais, je suis pas catho, je suis pas machin, on s'en fout. Par contre, quand on rentre dedans, on prend des points de vie gratuits, cadeaux, sans faire des milliers de kilomètres pour aller dans des plateaux au Chili, en Argentine ou vers l'Himalaya, quoi, voilà, ou en Mongolie. Ça, on vient capitaliser ça direct ici. Capitaliser l'énergie, ici, dedans, là. À la fois haut perché et vivante, accessible. Ah non, moi par contre, je n'ai pas du tout. J'ai horreur des cadres, ça me fatigue, quoi. Et plus on avance dans le processus de réalisation sauvage, plus on pose tout ce qu'il y a à poser sur la table. Ok, cool. À 360 degrés. Et la fille de... Celle-là, elle est gentille, elle ne va pas faire de la peine à sa maman et son papa. Comment ça va, maman? Passez un bon week-end. Ton fils s'est encore fait chier. Tu veux toujours pas de temps? Non. On dirait que plus on s'enfonce dans le processus de réalisation sauvage, plus j'entends des parts d'elle qui grattent à la porte pour être libérées. Je pense que je suis en train de sortir tout doucement d'une grande phase de plusieurs années de repli, en fait, un peu d'isolement, si tu veux. Parce qu'en fait, là où on habite, on est quand même au-dessus de la ville, on est sur un rocher, etc., avec la forêt comme protection. Et je sens qu'aujourd'hui, ce qui m'appelle là dans le futur ADN, du lieu que je vais trouver, c'est pas le centre-ville, je peux pas, mais c'est quelque chose où je suis plus en contact avec la vie humaine, quoi. Tu vois, moins dans le. Ici, on est vraiment, je suis recluse quasiment, quoi. Oui. Donc, c'était mon choix. Et du coup, la maison, elle est déjà dans la nature, perméable de part et d'autre, tu vois. Et la nature est juste là. Et là, aujourd'hui, je sens un appel à autre chose, en fait. La nature sera toujours dans ma vie, mais je pense que finalement, quand on se pose, elle est en nous, quoi. Maintenant, je suis prête à faire autre chose. Et puis, à rassembler le fait de pouvoir rire de soi, de rire des autres. Et c'est en voyant aussi certains de mes clients, certains de mes patients, où je me suis dit, non mais, sans déconner, quoi. Enfin, tu vois, combien de temps tu comptes rester dans ton marasme pour changer de voie quand tu me payes pour changer de voie et qu'au bout de 6 mois, tu me dis, dans 9 mois, je pense que j'aurais pu annoncer que je vais changer de voie. Non, là, je me suis dit, il y a un problème, quoi. Là, il faut qu'on rigole, il faut qu'on casse les trucs, parce qu'il faut que la personne, elle prenne conscience de sa propre incohérence et qu'elle se dise, bon, avant de pouvoir conseiller les autres, je vais déjà essayer de me l'appliquer à moi-même, quoi. Être ce qu'on dit être. Dr. Jekyll, Mr. Hyde,
les deux faces d'une même pièce, et tout ça en même temps, et sans se justifier. De telle sorte que tout est acceptable, et même sublimé. Être ce qu'on dit être. Voilà, enfin, moi je me dis, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner dans cet univers d'accompagnant. C'est reprendre son site, reprendre tous ces trucs de communication qu'on a et dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que je suis là? La vidéo que j'ai postée, le texte que j'ai écrit, est-ce que c'est vraiment moi, quoi? Sérieux, je me regarde dans la glace, est-ce que c'est ça? Je suis venue sur Terre pour dire ça, vraiment comme ça? Est-ce que ça sonne juste, quoi? Est-ce que quand je parle de donner des conseils pour être bien, pour bien manger, pour être bien dans sa peau, pour créer sa réalité, est-ce que c'est vraiment moi, quoi? Voilà. Petit exercice tout bête, mais je trouve que s'imposer de ne jamais mentir, d'être toujours transparent et authentique, quelles que soient les situations de la vie en fait. Ça ne veut pas dire être un bulldozer partout, tout dire, parce qu'on ne peut pas toujours, mais quand on sent qu'on doit dire ça, qu'on a un devoir d'honnêteté avec n'importe quoi, enfin avec... voilà, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec un agent immobilier où c'était juste la catastrophe, je me suis dit à la fin je vais lui dire non, on ne travaille pas ensemble, le ressenti n'est pas bon, c'est pas possible. Et je trouve que cet exercice-là, quand on arrive à le faire à l'extérieur, sur des petites choses des fois qui sont pas extraordinaires, mais c'est déjà, faut y aller, je pense qu'on a la réponse pour la suite, quoi. C'est-à-dire qu'on est capable après de se dire est-ce que je suis authentique dans ce que je transmets, dans ce que j'incarne. Voilà. Oui, ça, j'ai vraiment du mal avec ça en fait. Hein. Ouais. J'ai beaucoup menti plus jeune, en fait, ado, je pense pour composer avec l'exigence de mon père qui me demandait d'être quelqu'un que je pouvais pas être, donc du coup pour avoir la paix je mentais, quoi. Et puis ça on garde quand même, tu vois, on garde ce confort en fait, c'est une facilité de mentir, hein. C'est pas une question de bien et de mal, c'est pas le sujet, c'est juste que c'est facile, c'est confortable, plutôt que de dire la vérité qui nous demande à l'intérieur quelque chose qui nous pousse, tu mens. L'autre jour, le coup de l'agent IMO, c'était pareil, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, j'aurais pu dire merci, je vous tiens au courant, voilà. Enfin, c'était facile, ça, c'était confortable. Sauf que moi, je n'arrive plus à le faire. Je peux pas, je me sens pas bien avec ça, voilà. Après avoir bousculé son intérieur avec honnêteté et humour, Anne laisse sortir les personnages oubliés, un par un, et je dirais même une par une, parce que nous tirons le fil d'Ariane de ses origines, de son rapport au père, et du coup à la schizophrénie, et au sentiment d'être séparés. La séparation, la réunion, les deux faces d'une même pièce qui dansent éternellement jusqu'à la acceptation.
avec honnêteté et humour. Horrible. Je peux faire du fuck avec mon pied, c'est cool. Je suis une femme comme une autre. J'ai compris il n'y a pas très longtemps, effectivement, parce que j'avais même pas fait le lien. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui m'a dit, mais vous avez quelque chose avec le, avec le vin, enfin par rapport aux hommes. Alors je dis, ah bon. Et puis effectivement, oui, j'ai fait un... alors, de manière différente, c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire que mon père était alcoolique, donc du coup, quand il était en crise de schizophrénie bipolaire, ça se traduisait par de l'alcoolisme. Donc tu te dis, ouais, super. Après, le père de mes enfants a toujours une passion pour le vin, tu vois, organise des week-ends de vin avec ses potes, donc un grand amateur, etc. Après, j'ai été avec quelqu'un qui était quand même... qui avait fait de l'œnologie et qui a été caviste, donc qui aimait aussi beaucoup. Et puis ensuite, j'ai terminé ce cycle, ou peut-être poursuivi, je sais pas, avec un vigneron. Donc oui, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il y a un truc autour de ça. Et donc au début, je me suis dit, je sais pas ce que ça veut dire. Et puis si, j'ai retrouvé au milieu de tout ça un livre écrit par mon arrière-grand-père, donc qui porte mon nom, pour le coup, avec le même patronyme que le mien, paternel, qui s'appelle Le Dernier Vigneron, écrit par Georges Uriot, et j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Et du coup, ouais, je me suis dit, il y a quelque chose autour de ça. Donc, je savais pas comment le transformer, puis il n'y avait peut-être pas lieu forcément de le transformer. J'avais entre-temps visité une maison avec des pieds de vigne dans le jardin. Enfin, on est dans une région qui est peu viticole quand même, donc c'était pas anodin non plus. Une belle cave, etc. Donc, il y a effectivement la notion d'ivresse, c'est un peu comme un... Je crois que je suis en train de découvrir à 47 ans que c'est quelque chose qui me faisait peur peut-être quelque part, et qui finalement c'est comme un objet enfin comment dire, un moyen de connexion à autre chose, quoi. Quand je travaille avec de la médiumnité quand je cherche des nouveaux lieux, quand on travaille uniquement justement, ou quand je me retrouve à nettoyer des lieux où il y a eu des morts, ou des lieux construits sur des anciens cimetières, je veux dire très clairement l'état dans lequel je me retrouve dans mon corps. Oui, c'est une forme d'ivresse, quoi, évidemment. Ça ressemble à ça, ouais. C'est hyper intéressant quand tu dis c'est un état de connexion. Alors, t'as dit pas connexion à l'autre, connexion à autre chose. T'as dit c'est un état donc qui permet une connexion à autre chose. Donc en fait, c'est un état accessible, donc qu'on recherche à des moments. Toi, donc tu l'as eu de cet état. Est-ce que tu peux dire que tu as eu un état d'ivresse dans la spiritualité du coup aussi? Enfin, ça résonne pas, mais. En fait, c'est peut-être pas le bon mot. C'est un état grisant, en fait. C'est-à-dire je sais pas comment dire. C'est tout simplement pour moi une façon d'exprimer que tu passes de ton état dit normal à un autre état, en fait. C'est comme si ces moyens-là, que ce soit l'apéro, que ce soit les connexions par la médiumnité, etc., te font basculer dans un autre état que celui d'un accès à juste voir les choses avec tes yeux et ce qui te semble être la réalité, en fait. Ça ouvre des canaux. En fait, ça ouvre d'autres canaux, quoi. Enfin, d'autres exactement. Canaux, Ouais. Ok, donc partons donc, du coup du présupposé. Bon, quelle différence toi tu ferais donc, entre ivresse et alcoolémie? Ah bah rien à voir. Ouais. Ou alcoolisme plutôt. Pardon. Oui. Rien à voir. Alcoolisme, t'as une dépendance, t'as... Je sais pas comment dire. Tu viens chercher sans le savoir quelque chose, quoi. Pour moi, c'est tu viens... Si, je crois que je pourrais faire la différence, c'est que tu viens combler un besoin, alors que moi j'ai l'impression que l'ivresse, c'est plus de l'ordre de l'envie. Enfin, pour ma façon d'appréhender les choses, c'est l'envie d'eux et non pas un besoin d'eux, quoi. Peut-être que c'est ça la différence. Pour moi, l'ivresse d'être une femme, ça illustre vraiment le processus actuel de reconquête intérieure, de se retrouver après une séparation aussi, après avoir découvert que oui, il y a des morceaux d'adolescence que j'ai pas vécu, donc c'est ce processus de remettre les morceaux du puzzle dans le bon sens pour continuer la route un jour avec quelqu'un d'autre, un nouveau partenaire, et ce processus-là de reconstruction et de travail, etc., il est quand même extrêmement douloureux. Ça, je pense qu'on ait travaillé sur soi ou pas, la séparation, c'est quelque chose de très difficile à traverser. Et le concept de l'ivresse d'être une femme, pour moi, il est venu naturellement parce que je me suis dit, à un moment donné, il s'est imposé, je me suis dit, mais
ce que je vis là, c'est vrai que ça a été un accouchement, parce que quasiment t'accouches de toi-même, quoi. Tu te rassembles, tu passes la douleur, tu passes, etc. Mais il y a eu des moments d'exaltation, tu vois. Et il y en a encore. Il y a des moments il y en aura encore un moment. Enfin, il y a des moments d'exaltation dans cette prise de conscience, dans se retrouver, dans découvrir d'autres parties de soi, parce qu'on est sorti d'un couple qui dysfonctionnait, etc. Donc, pour moi, ce féminin, oui, ça amène une ivresse. Et même, j'irai jusque l'étape d'après, c'est que j'ai connu avant et que j'espère reconnaître après aussi, c'est dans la sexualité. Parce que typiquement, l'orgasme féminin, je veux dire, quand on parle d'état second, on est quand même en plein dedans, quoi. Donc l'ivresse d'être une femme, c'est aussi ça derrière. C'est reconnecter son féminin. D'ailleurs, ça peut aussi être seul par la masturbation, mais c'est aussi être à deux et avoir des orgasmes qui effectivement ramènent à cette sensation d'être dans un état second, quoi, qui ouvre des portes, en fait. Je suis contente. C'est de là que j'ai extrait la photo que j'ai mise sur Instagram, l'ivresse d'être une femme. Il n'y aura pas une seule projection, et je trouve ça plutôt pas mal, qui ressemblera aux autres, tu vois. C'est-à-dire que moi, selon l'état du jour, il y aura ça qui sera dit, mais j'y amènerai à chaque fois ma variante, ma teinte du moment, de l'énergie du moment, même si le contenu sera le même, ne serait-ce que la vibration, forcément, les mots, les choses il y aura des petites variantes, il y aura des subtilités, mais je vais vivre ça et faire ça comme quand j'ai construit et quand je crée quelque chose, je le rends vivant, donc c'est jamais figé dans un texte que j'apprends par cœur. Ça, no way, je m'en fous, j'en ai rien à foutre de pas faire les TEDx, les machins, les trucs, je n'apprendrai pas les choses par cœur. Qu'est-ce que tu as envie que les gens apprennent de ton talk? Alors, je crois que ce que j'aimerais... Alors, idéalement, j'aimerais une réunion de cette multitude de publics, que ce soit de gens qui seront peut-être plus cartésiens, pragmatiques, d'autres qui seront peut-être plus dans le développement personnel, la spiritualité, etc. Si idéalement tout le monde pouvait se trouver des points communs, des partages, des centres d'intérêt, il y en a déjà, mais je veux dire, si ça on pouvait monter d'un niveau dans le ressenti de cette soirée-là, je serais déjà comblée. Et après, la deuxième chose, j'ai envie de dire, pour certains, j'ai envie que la magie soit complètement démystifiée. Enfin, le côté spirituel, etc. Encore hier, j'ai une copine qui me dit « Ah ouais, c'est un don, l'intuition. » Non, c'est pas un don, l'intuition. C'est juste, on est tous des animaux au départ, donc on a tous un instinct qu'on traduit par de l'intuition, il suffit juste de l'écouter, de l'activer. Et moi, il se trouve que la vie m'a amené à des expériences qui ont fait que je les ai activées. Mais point barre, je suis comme tout le monde. Sauf que, donc je veux plus en parler. Mon site, mes trucs, tout ça, je ne veux plus en parler, c'est un outil à l'intérieur. Donc voilà, démystifier le côté magique de la spiritualité. Et en lui rendant honneur, parce que ça a été extraordinaire, c'est pour ça que je suis là. Et le deuxième plan, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire démystifier le côté pragmatique de boire des coups, de raconter des conneries, de faire la fête. Ça nous rend pas moins spirituels, quoi. Je crois que c'est ça le sujet de fond. C'est pas parce qu'on a une vie terre à terre, normale, qu'on est moins ouvert aux autres, moins... Moi, je me lève pas le matin à 6h pour faire ni de la méditation, ni du yoga, ni quoi que ce soit, ça c'est sûr. Et je suis OK avec ça, quoi. Donc, j'aimerais pouvoir amener des messages. En tout cas, en fait, j'allais dire, je ne saurais pas l'expliquer, mais je crois que l'heure est venue pour moi de transmettre ce parcours qui est le mien, qui est pas mieux, pas moins bien que d'autres, mais il m'a semblé que c'était chouette de pouvoir dire voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai construit. Et si ça peut inspirer des gens à peut-être se lever certaines peurs pour être plus audacieux sur des parcours, sur des changements de voie, ou sur une ouverture d'esprit, une ouverture à la spiritualité, dans l'autre sens, montrer que on peut être spirituel en étant complètement normal, entre guillemets. Voilà, une espèce de florilège d'inspiration, quoi. Action. Je suis une louve comme une autre. Pas du tout envie qu'on me parle quantique, synchronicité ou développement personnel quand je suis sous la côte. Merci bien, c'est pas du tout bandant. Je suis une...